qu'est-ce qu'un PVE exactement? Alors un PVE ou EVP, on l'utilise, excusez-moi, plus EVP dans notre langage courant, c'est Electronic Voice Phenomena, le terme français étant PVE, phénomène de voix électronique. Ça vient de la TIC, donc tout ce qui est transcommunication, c'est un terme qui est apparu dans les années 50. Avec un personnage qui a Jurgensen, je crois, dans les années 50, qui a découvert des enregistrements en fait de voix alors qu'il était en train de faire un enregistrement de chants, etc., de chants d'oiseaux, et des voix se sont imprimées en fait. Et la curiosité a passé, il a essayé de faire des tests et tout, donc c'est là où on voit apparaître en fait tout ce qui est transcommunication, sachant que la transcommunication se fait sur des supports comme ça, c'est-à-dire audio, des enregistreurs, téléphone ou autres, mais enregistrements audio, mais aussi visuel, c'est-à-dire que on peut y avoir des enregistrements vidéo sur télévision. Et en fait, c'est le fait de voir sur de la neige ou sur du bruit blanc des interactions intelligentes et visuelles. Alors nous, les EVP, c'est que sur de l'audio, pas de la vidéo. Et on utilise cet outil-là pour faire des enquêtes. Alors on ne fait pas de la transcommunication, on ne communique pas avec nos proches. Je sais que on a eu beaucoup de demandes cette semaine de gens qui nous demandaient si on pouvait. Je suis désolée, c'est pas notre travail à Spectre. On utilise les EVP comme un outil pour travailler en enquête, mais on ne fait pas de la transcommunication. Mais il me semble que si vous cherchez, vous trouverez des groupes français qui font de la transcommunication de façon sérieuse. Voilà. Nous, on ne travaille pas dessus, ne serait-ce que parce qu'il y a la difficulté du deuil et ce genre de choses. Et ce type de questionnement n'est pas notre approche. Voilà à peu près pour les EVP, PVE, en fonction de votre langue d'origine. Donc une pareidolie, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que là on définit les termes. Alors exactement, il faut comprendre le titre avant de commencer à aller plus loin. C'est ça. Alors, formellement, une pareidolie, c'est quand on assimile une forme aléatoire à une forme connue signifiante. L'exemple typique, c'est quand on regarde une trace d'eau sur un mur, un nuage, et qu'on y voit un visage, une girafe, peu importe. L'idée, c'est que le cerveau a tendance à, quand il voit une forme qu'il ne connaît pas, puisque de toute façon c'est une forme complètement aléatoire, à lui rapprocher une forme connue. Sur le principe, c'est un système de survie de l'humain, en tout cas de l'humain, qui va chercher à identifier ce qui arrive vers lui de façon le plus rapide possible. L'idée, c'est que l'avantage qui permet la survie, c'est pas d'être précis, c'est de détecter très vite et très tôt, et tout le temps en fait. Et on se rend compte que le cerveau fait beaucoup plus de faux positifs, c'est-à-dire de voir un visage, typiquement. Le petit visage, c'est vraiment la forme la plus courante. Il va plus souvent voir un visage là où il n'y en a pas, que ne pas reconnaître un visage quand il y en a un. Donc, il semble logique que ça soit un système lié à la survie. Un autre élément qui est important sur la pareidolie, c'est que contrairement aux illusions d'optique à proprement parler, la pareidolie n'est pas universelle, elle est culturelle. Différentes cultures vont voir différentes choses. Des gens appartenant à différentes cultures vont voir différentes choses, voir différentes personnes. Oui. Des personnes différentes sur un même élément aléatoire vont voir des choses différentes. Pour nous, quand on regarde une vidéo de surveillance où on a un gros fourmillement parfois, il peut même arriver que d'une minute à l'autre, dans ce fourmillement, on voit des choses différentes. Je peux vous dire que la pareidolie, ça peut parfois être très très intense. Mais voilà, la pareidolie, en gros, c'est ça. Et ce qui est important de souligner, c'est que là, on vous a parlé de visuel, mais la pareidolie peut finalement, ce mécanisme-là, être auditif. C'est pour ça qu'on parlait avec les EVP. Est-ce que les EVP, c'est bien des enregistrements de voix intelligibles, répondantes, intelligentes, ou est-ce que c'est notre cerveau qui nous joue des tours dans le même système que le visuel? Et de la même façon, on a un intérêt. Ouais. Le cerveau humain, c'est calibré pour les interactions sociales. D'ailleurs, le centre qui est lié au pareidolie est un centre qui est lié aux interactions sociales dans le cerveau. On le sait par des blessures. Et dans les interactions sociales, reconnaître une voix, même si on l'entend loin, vous savez, quand vous êtes dans un environnement un peu bruyant et que vous avez quelqu'un qui vous appelle,
ce son va se reconnaître facilement. Ouais. Et pour ceux d'entre nous qui ont des oreilles qui font ce qu'elles peuvent, on a aussi des faux positifs. Moi, ça m'arrive assez régulièrement d'entendre qu'on m'appelle alors que en fait, ça n'est pas en train de se produire. Mais dans le bruit qui est un bruit aléatoire, mon cerveau a recréé le son. Est-ce que les auréoles blanches sur les photos sont prises au sérieux comme étant éventuellement un spectre? Qu'est-ce que vous appelez une Alors, auréole c'est- blanche? Est-ce qu'on parle des orbes ou est-ce qu'on parle d'une auréole c'est les autour d'une orbes. forme? Je suppose. Alors le truc, bon, ça n'a pas trop à voir avec le sujet, ceci dit. Donc je suis photographe de formation, donc voilà pourquoi je vais répondre à cette question. La plupart du temps, ce sont des effets. Si vous parlez des orbes, hein, on est d'accord. Oui, Donc, capable d'orbe, effectivement. alors les orbes, 99%, et parce que voilà, je laisse toujours une micro-limite à des choses que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas expliquer, ce sont ou des poussières, ou des insectes, ou des effets de lentilles, effets de cinéma, etc. Plus, ce que notre œil veut reconstruire. Comment on fait pour savoir ce qu'il en est? Bon, alors après, les insectes et tout ça se voit avec des retouches. Et si c'est des orbes avec des effets de lentilles, vous utilisez... et vous avez les systèmes de pareidolie aussi qui vous donnent des trucs un petit peu bizarres comme des orbes. Est-ce qu'il n'y a pas un visage dedans? Alors ça, j'ai lu souvent sur internet. Non, c'est juste ça, c'est un effet de pareidolie. Vous prenez vos filtres photos, vous repassez, vous donnez à des gens complètement neutres, vous lui dites qu'est-ce que tu vois. S'ils ne voient pas du tout la même chose ou truc différent, ça n'est pas. Et de toute façon, l'œil, dès que vous avez 3 zones d'ombre dans un cercle, il y verra un visage. Ça, c'est quelque chose qui est programmé depuis au niveau presque fœtal dès la naissance pour que l'enfant puisse avoir une réaction sociale et tout. Vous mettez donc 3 trous, en gros 3 zones noires dans un cercle, vous avez un visage. La lune, quoi. Voilà, c'est ça, c'est la lune. Et là c'est la même chose dans les orbes, donc non, 99% c'est pas du tout, et c'est souvent de la poussière. C'est vraiment souvent la poussière. Et puis les insectes, voilà, ça arrive, mais ça se voit beaucoup à la caméra. Et après vous avez l'effet de lentilles. Alors les effets de lentilles, il y a d'autres effets. Utilisez des filtres, vous verrez qu'ils vont disparaître. Ou vous verrez que vous en avez beaucoup, toujours dans la même pièce à courant d'air. Je soulignerai un point en plus. Les orbes vont se voir d'autant plus que vous avez un flash ou une lumière proche de votre objectif. Nous, par exemple, les caméras de surveillance, elles sont entourées de diodes qui font une lumière infrarouge, donc, qui va permettre de voir à 10 mètres, 10-15 mètres. Donc si vous avez une poussière qui est minuscule, mais qui passe très proche, elle va paraître très lumineuse et presque floue. Vous savez, ce côté un peu fantomatique finalement. Et c'est le simple fait qu'elle n'est pas dans le plan focal de la lentille. La lentille, elle n'est pas faite pour voir. Une caméra de sécurité, c'est pas fait pour voir ce qu'il y a à 3 cm, c'est fait pour voir ce qu'il y a à plusieurs mètres. Et donc ça se focalise pas, et donc ça voit tout autour de cet élément. Et alors qu'un insecte sera plus net, vous aurez des espèces de trucs plus blancs, plus cramés, on ira en photo, plus blancs. Alors après, voilà. Et comme c'est pas assez précis, qu'il y a des effets de champ, ça donne des images qui sont super sympas du reste, mais bon. Oui, voilà, mais on s'est fait peur. Nous, des fois, sur des vidéos, on avait passé des trucs, on disait, mais c'est quoi ce truc? Voilà. Et en fait, à force de creuser, c'était pas ça. Maintenant, il est dit qu'il existe des boules de lumière blanches, mais assez imposantes, assez impressionnantes. Why not? Ça, j'ai pas encore vu. Mais au niveau des photos, je peux vous dire 99%, c'est vraiment pas du tout paranormal. Moi, j'y croirais le jour où j'aurais vu une boule de lumière qui éclaire les choses autour d'elle. C'est ce qu'on fait quand on est. Non, là c'est le gamer en fait. Ouais. Dans un objet lumineux, dans un environnement 3D, il doit éclairer les choses autour de lui. S'il n'éclaire pas les choses autour de lui, il n'existe pas. C'est que la lumière ne vient pas de lui, mais une lumière qui est projetée dessus. Voilà. Donc ça peut donner une idée. EVP, PVE, comment on les capte durant les enquêtes? Comment ça se passe exactement? Qu'est-ce qui sert à capter le matériel? Le matériel, qu'est-ce qu'on utilise exactement? Plein de choses. Alors, plein de choses. La base pour nous, c'est d'utiliser donc des enregistreurs. Nous, on n'utilise que des enregistreurs numériques. Rien n'empêcherait d'utiliser de l'analogique, ça donnerait des résultats qui seraient peut-être assez intéressants aussi. On en a eu sur des enquêtes. On en a eu. Ah oui? Ouais. Ça. Ouais, on a eu un enregistreur à bande par exemple? Ouais, sur les plus anciennes enquêtes. C'est loin.
Donc, nous, c'est tous des enregistreurs numériques qui enregistrent le son autour d'eux. Et il y a 2 types de micros, parce que le cœur de l'histoire, quand même, c'est le micro. Et il y a 2 grandes familles de micros. Il n'y a pas que 2 types, mais il y a 2 grandes familles. Et donc, soit on a un micro qui fonctionne avec une bobine, soit un système magnétique, soit un système capacitif, donc avec un condensateur. Les réactions sont différentes. Pour l'instant, ça reste à creuser sur les effets exacts, mais on a une petite théorie sur le fait qu'il est possible, et j'insiste sur possible, que quand on enregistre un EVP, ça soit pas un son, mais que ça soit un champ magnétique qui pulse et qui fasse vibrer, qui soit lu par la bobine et non pas un mouvement de la membrane qui traduirait le mouvement de l'air. Ce qui est important dans l'EVP, c'est que nous on l'entend pas. Ça, je crois qu'on l'a pas encore dit. Non, c'est vrai. Et c'est un élément qui est super important, et c'est pour ça que c'est extrêmement bizarre. C'est que, alors quand c'est un son qui a un espèce de souffle qu'on entend loin derrière, bon, on se dit que peut-être qu'on n'a pas fait attention. C'est peu probable, mais ça arrive quand même qu'on fasse pas attention à un truc. Par contre, on a eu des EVP qui étaient d'un volume mais supérieur à nos voix. Ouais, c'est un truc c'est assez impressionnant. L'enregistrement est même très drôle parce qu'on nous entend qui discutons. Il y a un bruit qui ressemble à une espèce de grognement d'animal et on continue à discuter comme si de rien n'était. On n'a pas entendu le bruit. Il est uniquement sur l'enregistrement. Nous, on l'a jamais entendu. Et je pense que ça fait partie des parties bizarres de l'EVP. C'est pas juste un son qui est enregistré, c'est un son non audible mais enregistrable. Et nous, ce qu'on va faire la différence, donc on a parlé, donc on a différents supports d'enregistrement, différentes qualités. C'est intéressant parce que si on considère que c'est par peut-être les champs magnétiques, parce que vous savez finalement c'est des trucs sonores, donc au niveau hertzien, il y a des gens qui cherchent au niveau s'il y a finalement une fréquence hertzienne, etc. Nous, on s'est dit que vu qu'il y a des problèmes avec les champs, il y a des choses qui fluctuent au niveau des champs magnétiques, que ça peut pouvoir jouer sur les membranes, les bobines, etc. Ça, c'est la partie ingénieur. Et tout, c'était intéressant de se poser cette question-là. Et donc d'avoir plusieurs appareils qui peut-être seraient sensibles de façon différente peut nous donner un potentiel d'avoir plus de VP. Voilà, ça c'est le premier point. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'à un EVP, il y a une réponse intelligente. C'est important. Alors là, il vous a parlé d'un grognement animal, ça c'était pour l'anecdote, ça nous arrivait une fois, mais quelque part, un grognement. On parlait de pareidolie tout à l'heure, attention, est-ce que c'est pas un frottement qui s'est transformé en grognement, tout ce qui est les mots type oui, non, des phrases, voilà. Donc des fois, il y a des phrases, on entend quelque chose de verbalisé, mais on est 4 à écouter et on n'entend pas la même phrase. Là, on se dit... On entend bien un truc, mais pas la même phrase. Comme on disait, la non-universalité, c'est un trait caractéristique de la pareidolie. Et puis vous pouvez pas passer à côté. Mais vous pouvez pas passer à côté. Nous, on a des enregistrements où la voix, elle est aussi intelligible que la mienne, elle est plus forte que la mienne, et elle est intelligente à une réponse. Par exemple, je suis arrivée à un endroit, et il y a une voix enfantine qui me dit, mais bien forte et plus forte que la mienne, qui me dit bonjour, enfin plus comme les gens disent dans le coin, avec un accent plus du nord, avec les mots qui sont mangés, une espèce de bonjour comme ça, donc très bonjour. Fort, mais un bonjour très fort, et juste après je réponds bonjour, mais je l'ai pas entendu en fait, faut que vous le sachiez, c'est que j'ai pas entendu. Je l'ai entendu que sur les oui, voix. parce que ta réplique juste après, c'est de demander pourquoi les autres sont pas là, quoi. Oui, voilà. Pourquoi je suis toute seule, là Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est très important. On nous a passé des fois des choses, et dans le bruit blanc, on peut entendre beaucoup de choses. Et on a envie d'entendre beaucoup de choses. Alors des fois, vous pouvez avoir des choses vocalisées, mais vous savez pas. Et vous avez très envie, votre cerveau surtout, il a très très envie d'interpréter. Et ça, c'est dangereux parce que entendre ce qu'on a envie d'entendre, ça peut pas forcément être émotionnellement bon. On peut à ce moment-là considérer que oui, vous avez une réponse vocalisée, mais que vous ne la comprenez pas, et donc vous ne l'interprétez pas. Voilà, au pire du pire. Mais attention, souvent c'est de la pareidolie, quand c'est dans les bruits blancs, notamment dans les chuchotis. Alors, les vêtements, les frottements comme ça, je sais pas, vous allez peut-être pas entendre avec le micro, mais là j'essaye d'en faire.
Ça peut donner des sons, mais horribles. On se dit, mais il y a quelqu'un qui chuchote, et voilà, des claquements. Donc faites attention à ça. C'est donc une fréquence inaudible, mais est-ce que les animaux pourraient capter ces sons? Avez-vous déjà eu ce cas? Je suis pas complètement certain que ce soit une question de fréquence, dans le sens où les enregistreurs qu'on a ne changent pas la fréquence. Quand vous enregistrez votre voix et que vous la repassez, en théorie, elle reste grosso modo pas plus grave et pas plus aiguë que ce qu'elle était quand vous l'avez enregistrée. Donc si le son est un ultrason, il n'y a pas de raison qu'il devienne subitement audible, sans traitement spécifique. Et on ne fait pas de traitement spécifique sur nos enregistrements. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit une question de fréquence. En revanche, est-ce que les animaux pourraient y être sensibles? J'aurais envie de vous renvoyer vers le premier live, et hop, où on parlait des réactions des animaux qui, effectivement, réagissent souvent à des présences. Non, on ne sait pas si c'est parce qu'ils les entendent. Est-ce que c'est le son? Est-ce que c'est l'odeur? Est-ce que c'est encore autre chose? Les options sont ouvertes. Par contre, on a un questionnement qu'on va vous poser à vous aussi, parce que ça nous arrivé sur plusieurs enquêtes. Il nous arrive en fait de se rendre compte qu'on peut entendre, mais sans qu'on sache. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on va poser une question où on va être persuadé d'un truc, genre moi sur une enquête, je lui dis bah ça c'est à gauche. Je sais pas pourquoi, je dis que c'est à gauche que là on doit aller. C'est encore plus drôle, tu dis c'est là. Ouais, c'est là. En fait, désignant je la dis gauche. pas à gauche parce que ça c'est le souvenir du truc, mais en fait genre faut que j'aille dans un mur qui était à ma gauche, donc c'est là et tout, c'est illogique. Et on entend sur les bandes avant que quelqu'un me dit que c'est à gauche. Ou le bonjour, et quand je réponds, je réponds pas genre bonjour, hein, mais bien comme si je répondais à quelqu'un qui dit bonjour. Et on a d'autres choses comme ça, donc moi je ne les entends pas, je n'ai aucun souvenir que je les entends. Par contre j'ai une réaction comme ça. Alors est-ce que notre cerveau est capable de les entendre? Est-ce que c'est une question de fréquence? J'ai une ouïe assez développée en fait, donc est-ce que par rapport aux animaux c'est peut-être possible? Et c'est vrai que cet effet-là, jusqu'ici, les enfants, ça voudrait dire que les enfants pourraient peut-être entendre, parce que j'ai une ouïe un peu comme les enfants, vous savez qu'ils ont des gammes sonores que nous adultes on n'entend plus, on est plus censé entendre. Et il y a une croyance populaire comme quoi les enfants entendraient ou verraient plus facilement. Mais voir et entendre, c'est pas la même chose. Hein, sur et donc, mais ça expliquerait peut-être une origine, on pourrait peut-être recaler les deux ensemble. Donc je vous pose aussi la question, si vous avez des expériences de ce type-là, n'hésitez pas à nous les communiquer, parce qu'on cherche. Parce que nous, au Spectre, on fait de la recherche. C'est le but. Donc en fait, on cherche, on essaye. Donc c'était une excellente question. Parce que on a des doutes comme ça par rapport aux animaux. Moi, aux animaux, j'aurais tendance à dire que c'est plus une histoire de présence. Mais est-ce qu'ils entendent exactement les mots? J'en sais rien. Mais je me pose la question. Et justement, les enfants bas âge qui ont une sur-audition aussi sur certaines gammes de son. Enfin, voilà. Donc c'est presque plus vous. Amenez-nous vos témoignages, parce que on a vraiment une question à se poser. On cherche. On est en train de chercher vraiment là-dessus, sur ce sujet-là. Alors, Christelle précise, on met sûrement ça sur l'instinct, alors qu'en fait, on nous guide sans qu'on le sache consciemment. Alors, on nous guide, ça va pas être l'occasion justement de l'événement où on te guide pour dire il faut que tu ailles à gauche et tu ne te rends pas compte qu'on t'a guidé, mais en fait tu dis je sens que c'est par là, irait dans ce sens. Effectivement. Mais pas dans les autres Après, expériences vécues. Est-ce qu'il faut le généraliser? Puis honnêtement, là, je vais être super... je suis là peut-être la plus dure là-dessus, mais on vous guide, c'est un vocable qui est très empreint dans une culture qui n'est pas du tout la mienne. Et c'est qui déjà? Et voilà, c'est ça, on qui, et voilà. Donc non, je pense qu'on peut entendre des choses, et je ne sais même pas, je vais pousser le concept très loin. Alors attention, je pousse le concept très très loin, il y en a qui vont hurler. On ne sait même pas si c'est vraiment des gens qui sont morts. Voilà. Nous, on fait des recherches là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est peut-être une question aussi de comment on appelle ça? Il y a une hypothèse qui dit que c'est un monde parallèle. Ouais, enfin tout ce qui est théorie des corps, tout ça. Bon, bref, c'est un peu compliqué, mais bref, oui, on entend. On a des preuves qu'on entend. Oui, on a des preuves que c'est intelligible. Est-ce qu'on a la preuve que c'est des gens qui sont morts? Ou est-ce que c'est tous les enregistrements, ce ne sont que des gens morts?
ou est-ce que c'est aussi d'autres... Parfois, pas tout le temps, Parfois, pas peut-être. tout le temps. On n'a pas ces réponses-là. Parce qu'en fait, c'est notre culture qui nous dit que c'est ça. Donc, Ça fait on partie nous des guide choses qui sont compliquées en à enquête. on qui et guide à faire quoi. Et voilà, la notion de manipulation, tout ça. Je suis très frileuse sur ce sujet-là. Ça fait partie des choses qui sont assez compliquées dans le domaine de la recherche paranormale. C'est de réussir à isoler ce qu'on prend pour acquis alors que ça n'est pas une réalité, que ça n'est pas un fait. Il y en a et on sait qu'on en aura. Ça fait partie du fait d'être un être humain social et qui a une éducation. Mais c'est extrêmement compliqué de réussir à isoler des choses qui sont réellement factuelles et des interprétations. Et qu'est-ce qui, dans cette interprétation, vient d'une dérive culturelle et qu'est-ce qui est réellement une déduction. Et typiquement, ça c'est une question qu'on s'est posée, on se l'est même pas toujours posé en fait. Non. C'est venu au fil du temps. Et le jour où ça nous est venu, on s'est rendu compte qu'on avait eu un biais de compréhension, un biais cognitif, où on avait interprété quelque chose. Enfin, on était parti du principe que c'était un fait, alors que c'était déjà une interprétation. Voilà, donc on travaille là-dessus, on se remettra toujours en question en tout cas, mais sans vouloir entrer dans la zététique non plus. Excusez-nous s'il y a des zététiciens qui nous regardent, mais c'est vraiment parce qu'on essaie d'être en équilibre entre deux choses. Dans le sens où, voilà, on entend, il y a bien un truc qu'on entend, il y a bien un truc qu'on enregistre et qui n'est pas de la pareidolie. Mais il y a des choses, effectivement, qui sont de la pareidolie dans les enregistrements. Donc en gros, ça veut pas dire un EVP c'est de la pareidolie, ça veut dire tout mettre à la poubelle, je suis pas d'accord. Et de dire que tous les EVP sont des voix enregistrées d'outre-tombe ou autres, je suis pas forcément d'accord parce que certains sont en fait de la pareidolie, qu'il faut savoir faire la part des choses. Notre cerveau, c'est notre plus gros troll, si je peux dire. Il nous fait voir et entendre des choses un petit peu truc, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose. Et c'est pour ça qu'on cherche des preuves. Voilà. On est en enquête, on a enregistré. Qu'est-ce qui se passe après ? Comment Spectre travaille justement sur ces enregistrements ? Qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel ? Vidéo Comment et ça sonore. fonctionne exactement au niveau vidéo et sonore ? C'est souvent ce qu'on appelle le travail un peu ingrat. Oui. Voilà. C'est la partie longue et qui est pas forcément exaltante en elle-même, mais en même temps c'est là où sont tous les résultats. Donc bon, quelque part c'est important aussi, et c'est là où on a le côté gratifiant de devoir trouver quelque chose. Quand on revient d'une enquête, on revient avec 40 heures d'audio à peu près, au moins 20 heures de vidéo. Parce qu'on a beaucoup plus d'audio que de vidéo en général, et tout ça doit être passé au crible. Donc les écoutes sont faites minutieusement, par partie, en faisant pas une écoute de 2 heures d'affilée, parce qu'à la fin vous n'entendez plus rien, ou vous inventez des choses, on peut pas. Les vidéos c'est pareil, elles se font par tranches, et quand on trouve quelque chose, on le met de côté, et enfin quand on trouve quelque chose qui est louche, pas forcément, on dit pas là j'ai quelque chose est louche, on le met de côté, on passe à la suite. Et à la fin, on va les mettre en commun et on va les écouter tous ensemble ou les regarder tous ensemble ou séparément, mais de toute façon, chaque pièce doit être vue et écoutée par tout le monde et tout le monde doit être d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose pour qu'on se dise qu'il y a quelque chose. Sinon, c'est qu'effectivement, on a un doute, on a eu des documents, des preuves, des éléments de preuve, disons, qui était pourtant très prometteur, qui était reconnu par toute une partie de l'équipe, mais une ou plusieurs personnes, normalement plusieurs personnes dans l'équipe, n'étaient pas convaincues, et du coup on les a pas pris. Ouais. Alors pour les logiciels, pour répondre, alors pour l'écoute, on va utiliser Audacity. Alors pourquoi Audacity ? Parce que sinon n'importe quel logiciel de musique peut le faire. Moi je l'utilise parce que ça me permet aussi d'avoir visuellement le bruit. Ce qui fait que, vous savez, ça fait des petites lignes comme ça. Et quand on écoute et que je vois qu'il y a un son, enfin que j'entends qu'il y a un truc bizarre ou une réponse et tout, je vais bien zoomer sur ma truc et je vais vérifier en fait si sur ma ligne j'ai une fréquence, voilà, une fréquence. Et quand j'ai une fréquence, je sais que je tiens quelque chose. Donc déjà en fait en gros c'est lié, c'est que le logiciel reconnaît lui aussi un bruit, etc. Donc ça c'est intéressant.
Nous gardons toujours toutes les bandes originales. Ça, je voulais le préciser à Spectre, parce que si un jour on doit faire expertiser en visuel, en audio et tout, on garde toutes les bandes originales. Donc on fait des serveurs de malades pour toutes nos bandes, parce que il faut qu'on puisse les analyser. Maintenant nous on vous les présente, elles sont découpées par logiciel, elles sont machin. Mais à la base, toutes les bandes originales restent. Alors ça, c'est Audacity, c'est pour le son. Moi, c'est ce que j'utilise. Maintenant, VLC en général, les gens qui enregistrent en MP3, voilà, ça marche bien. Et VLC aussi pour la vidéo. Donc on a deux types de vidéos. La vidéo où il n'y a pas de son. Voilà. Donc ça, c'est les caméras de surveillance. Normalement, on peut mettre des câbles et tout. On a fait le choix pour le moment financier de ne pas le faire. Et puis ensuite, vous avez le caméscope qui nous suit. Et sachez que les EVP, on les a sur bande, donc, mais aussi des fois à la caméra. Le caméscope qui nous suit en enquête, des fois le truc est tellement fort que c'est aussi enregistré dessus. Voilà, c'est pas si souvent. On a eu des cas où le caméscope l'avait et pas les enregistreurs, je crois. Alors déjà, est-ce que... oui, alors sachez que les EVP, vous pouvez être 3 enregistreurs et que tout le monde n'enregistre pas et qu'il n'y ait qu'une seule personne qui l'ait. Alors on n'a toujours pas compris pourquoi. Mais on sait aussi qu'il est possible d'avoir 2 fois dans la même pièce avec 2 enregistreurs différents un EVP. Parce que ça aussi on l'a. Voilà. Et donc nous on utilise beaucoup nos téléphones portables avec la problématique du réseau, machin. Il y a des gros débats par rapport à ça. Voilà. Ah, si, dans les appareils qu'on n'utilise pas, pour revenir à un truc, les Ghostbox et tout ça, on ne les utilise pas. Alors faut vous expliquer pourquoi, parce que c'est pas pour être casse-pied, voilà. Il y a une raison. Alors, on pourrait dire que... Bon, moi je trouve ça fun. Je vais le dire clairement, oui, j'aime beaucoup les regarder, tout ça, c'est vachement bien. Mais dans un optique de recherche, les Ghostbox et autres box affiliés ont toutes le même défaut central. Elles mélangent le relevé et l'interprétation. Tous nos instruments font un relevé et nous on fait une interprétation derrière. Si la Ghostbox perçoit une variation de VP et une variation magnétique, de MF, de champ électromagnétique, et en déduit bonjour, je m'appelle Arthur, elle fait l'interprétation. Donc elle est contestable entièrement. Parce que qui a programmé les mots dedans déjà ? Voilà, il y a une interprétation, et l'interprétation c'est toujours contestable. Nous, le MF, quand on dit là j'avais un champ magnétique de 4,2 milligauss, il n'est pas contestable, c'est un chiffre. Soit on dit que l'instrument ne fonctionnait pas, pourquoi typiquement il ne fonctionnerait pas, on les teste une fois de temps en temps, mais régulièrement en fait au début de chaque enquête. Et donc il est incontestable, on avait un EMF. Et nous on l'interprète en disant c'est un EMF transitoire, donc on pense qu'il voulait dire quelque chose. On distingue les deux, on sépare. C'est un peu comme quand on reporte des nouvelles et qu'on sépare le fait de l'interprétation, c'est pareil. Il faut toujours séparer les deux pour avoir une partie qui est incontestable et une partie où on peut discuter. Parce qu'après, il y en a qui scannent aussi, des Ghostbox qui scannent tout ce qui est FM et tout ça. Ouais. Voilà, je sais pas, je peux pas, enfin voilà, nous on évite parce que ça entraîne plus d'erreurs. Donc voilà, les logiciels Audacity, VLC, ils sont gratuits, vous pouvez trouver logiciels libres, tout ça. Donc on encourage. Et puis après, traitement d'image, j'utilise Photoshop, c'est pas bien, je fais de la pub. Mais c'est parce que au niveau des filtres et tout, et comme je suis photographe, et ça me permet de mettre des fils pour vérifier si c'est de l'appareil de lit ou pas. Tu l'utilises parce que tu l'as déjà pour ton activité de photographe, voilà. en fait. Mais il y a aussi le fait qu'on nous envoie des fois du matériel qu'on expertise. Et c'est un bon outil pour plein de trucs. Mais sinon, les trucs comme GIMP, tout ça, peuvent le faire. Donc logiciel gratuit aussi et logiciel libre que je recommande. Voilà, donc voilà pour les logiciels, voilà pour les techniques et voilà pour les outils. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, tout à fait. On a l'impression qu'un lieu est tenté, y a-t-il toujours des EVP ? Non. Alors, si on a l'impression qu'un lieu est tenté... C'est rapide. Alors... On en a souvent. Les EVP, c'est ce qu'on voilà, c'est ça. a le plus souvent. Non, il n'y en a pas forcément. Par contre, s'il y a quelque chose, en général, c'est ça. Je me rappelle pas d'un lieu où on ait eu autre chose et pas de VP. Si, c'est déjà arrivé, mais ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent. C'est quand même clairement le plus courant. Voilà. Donc, et notamment dans
dans tout ce qui est poltergeist, et poltergeist n'étant pas que esprit frappeur, version vous avez Ouais. une entité, mais ça peut aussi venir de quelqu'un. Je l'ai pas explicité la dernière fois. Mais faites une petite recherche Google poltergeist, vous verrez que c'est deux choses différentes, mais qui portent le même nom. Ceci dit, si on peut avoir des phénomènes de hantise sans qu'il y ait des EVP, mais c'est rare. Le EVP c'est assez facile à trouver, on va dire. C'est le plus facile, c'est le plus gratifiant. C'est-à-dire qu'on le trouve très facilement et en plus c'est un truc intelligible et voilà, c'est pour ça on y est très friand. Mais à la base, ce qu'on espère trouver, c'est tout ce qui est apparition et tout ce qui est cinétique, c'est-à-dire les objets qui se déplacent tout seuls, etc. Ah oui, Voilà. ce qui serait vraiment le... C'est beaucoup plus rare. Mais, il peut être hanté sans EVP. Maintenant, à mon avis, qu'est-ce que ça donnerait sur le temps? Parce que on fait quoi, nous? Une soirée? Et encore des EVP, on fait par petites tranches, un quart d'heure, 20 minutes par pièce, pour éviter d'alimenter le truc. Parce que pour le coup, on fait pas de la transcommunication, mais c'est un outil de la transcommunication. Et si on fait pas des trucs type Ouija et ce genre de choses, c'est parce qu'on veut pas... je veux dire, ça a des conséquences en fait, et il y a des gens qui habitent ces maisons là, donc voilà, on va pas rentrer là dedans pour ça. À mon avis, si on en faisait plusieurs jours, il pourrait y avoir des EVP, mais dans l'absolu, oui, il peut y avoir des phénomènes de hantise sans EVP.